Bonsoir tout le monde, je suis vraiment content d'être là ce soir. C'est une première pour moi, donc une première présentation, il y a autant de monde. Merci d'être là. Merci à GoLogic de nous accueillir. Merci aux co-organisateurs, Anthony, Xavier qui est quelque part là-bas. Alors, est-ce que ça va bien? Bon, laissez-moi commencer par une question. Qui parmi vous a déjà utilisé ChatGPT? Oh, c'est quand même pas mal. Voilà, donc on a vu que ChatGPT, c'est assez extraordinaire. Par contre, on a vu aussi qu'il y a des limitations. Par exemple, son apprentissage s'arrête quelque part au milieu de l'année 2021. Ça veut dire que si on pose une question à ChatGPT sur un événement postérieur à 2021, ou si on lui pose une question sur un des éléments sur lesquels il n'a pas été entraîné, bien sûr, il ne sera pas capable de répondre. Et ce que je vous propose ce soir de faire, c'est de bâtir un chatbot avec une base de connaissances privée. Donc on va utiliser GPT, qui est le modèle de machine learning en arrière de ChatGPT, mais on va lui adjoindre une base de connaissances privée. Donc je m'appelle Farid Belhamech, je suis passionné de techno, de Java, oui, même si on va pas parler de Java ce soir, de Python, moto, escalade, voyage, là j'étais à Cuba, et depuis 1 an maintenant de machine learning. Donc je ne suis pas un expert en machine learning, mais je suis un passionné de machine learning. Donc je mange tout ce que je peux en machine learning. Et d'ailleurs, à ce sujet, vous pouvez me suivre sur ma chaîne YouTube, n'hésitez pas à scanner le code QR. Code QR, voilà, ça va. Je sors plein de vidéos, c'est le début, hein, mais il y a plein d'autres sujets auxquels je pense, qui j'espère pourront vous intéresser. C'est quand même pas mal orienté développeur, mais je sortirai peut-être des vidéos un peu plus grand public. Surtout, par exemple, ma fille est là dans la salle, pour des personnes qui sont un peu moins techniques. Un peu d'histoire sans vous endormir. Rapidement, en 2017, c'est pas OpenAI, la compagnie qui a sorti ChatGPT, qui révolutionne le domaine, c'est Google. Le lab de recherche de Google en intelligence artificielle sort un papier qui s'appelle Attention is all what you need, excusez mon anglais, sur les transformers. Ça fait pas de bruit à part dans la communauté scientifique, et c'est vraiment ça qui va faire qu'il y a une révolution aujourd'hui dans les large language models, dans les modèles dits génératifs. 2019-2020, GPT-2, GPT-3, à part les scientifiques, personne n'entend parler. Moi, j'en avais entendu parler en 2020, parce que ça commençait je suivais quelques youtubeurs scientifiques, et là, j'ai commencé à voir le potentiel, mais bon. Et puis en 2021, je ne sais pas si parmi vous, il y en a qui utilisent GitHub Copilot. Ouais. Donc en 2021, au moins les développeurs se sont rendus compte de la puissance du modèle. Là, c'est une version spécifique qui s'appelle Codex, avec un entraînement un peu particulier, mais essentiellement, c'est quand même le même modèle que GPT-3 en arrière. En 2022, il y a une version améliorée, dite GPT 3.5, qui est un peu plus proche d'une release publique. Et enfin, le 30 novembre 2022, là, c'est le Big Bang, ChatGPT, qui est accessible au grand public, en fait. Et là, tout le monde se rend compte, alors que la révolution a commencé 5 ans avant, que ces modèles sont vraiment très performants. Ils ont des grosses limitations, mais aussi des capacités incroyables, et on voit aussi l'accélération. Donc maintenant, tout le monde a peur. Et au passage, le 14 mars 2023, GPT-4 est sorti, qui est une belle amélioration par rapport à GPT 3.5. Alors, n'ayez pas peur, les questions pour gagner la licence ne sont pas sur le modèle... C'est la slide favorite de Xavier, il m'a dit elle est trop chargée. Bon. Les Transformers, dans les années 80, pour ceux qui sont un peu plus vieux comme moi, c'était des dessins animés. Et ça parlait de robots et d'intelligence. Donc, l'intelligence artificielle. Donc, vraiment, on a là tout ce soir. Les robots, parce qu'on va faire un robot conversationnel, et l'intelligence, parce qu'on va regarder des modèles de machine learning. Plus sérieusement, qu'est-ce que ça a amené, sans rentrer dans le détail technique? Les anciens modèles de type RNN, Recurrent Neural Networks, avaient 2 inconvénients majeurs. Le premier, c'est que
ils traitent l'information de manière séquentielle. C'est-à-dire que si on prend une phrase, ils vont traiter les tokens, un token c'est presque un mot, les uns après les autres. Et également, la deuxième limitation importante, c'est le contexte. Le contexte, c'est la mémoire à court terme pour comprendre la phrase. Ce contexte, il est limité à peu près au mot d'avant, au token d'avant. Donc même s'ils étaient capables quand même de petites prouesses par rapport à ce qui existait encore avant, c'était quand même assez limité. Et les transformers, pourquoi c'est révolutionnaire? Parce que ça résout ces deux problèmes en même temps. Premièrement, en termes de parallélisme, parce que les tokens vont être traités de manière parallèle. Et deuxièmement, en termes de mémoire et de contexte, parce que chacun des tokens qui va être traité en parallèle influence le token, les autres tokens, pas juste le token d'à côté. Du coup, ce genre de modèle est dit Generative Pre-trained Transformer, comme GPT, c'est ça ce que ça veut dire GPT. Si vous voulez voir le papier scientifique, là, pour les plus férus, il y a un code QR. C'est ça que ça permet de faire. Et c'est vraiment ça la révolution. Bon, je ne vais pas vous assommer avec les chiffres, le petit m c'est des millions, le grand m c'est milliards, mais de GPT-1 à GPT-3, il y avait 117 millions de paramètres, c'est comme des neurones, c'est la taille du modèle. On est passé de 117 millions à 175 milliards, donc c'est un facteur 1000. Donc vraiment, il y a eu un développement exponentiel grâce à ce modèle. On a été capable d'entraîner des modèles aussi gros grâce aux transformers. Le deuxième paramètre qui est important, c'est le contexte, donc la mémoire court terme. On est passé de 512 tokens à GPT-4, là maintenant, qui est rendu à 8K, 32K même, c'est 50 pages. C'est vraiment beaucoup. Et le troisième paramètre qui influe l'entraînement de ces modèles, c'est le corpus de données qu'on lui donne. Donc ce sont des modèles, il y a deux phases. Il y a une phase d'entraînement, puis il y a une phase d'inférence ou d'utilisation. Et dans la phase d'entraînement, on va lui donner beaucoup de données. Et on voit là, c'est un token, donc ce n'est pas des mots, mais on parle de milliards de tokens. Je crois que c'est 1 trilliard pour GPT 3.5. Bon, je fais de la pub à Nvidia, non, j'ai pas d'action chez eux, mais c'est grâce aux GPU qui sont, comparativement aux CPU, les GPU sont capables de traiter en parallèle beaucoup de digit number. C'est ça qui fait qu'on les utilise beaucoup en entraînement machine learning. GPT-4, rapidement, qu'est-ce qui change? Il est multimodal, même si l'aspect image, donc il prend en entrée à la fois du texte et à la fois des images, même si l'aspect image n'est pas encore grand public, mais lors de la démonstration de la sortie le 15 mars, le présentateur d'OpenAI a pris une photo d'un sketch de manuscrit sur un joke site. D'après cette photo-là, il a uploadé dans ChatGPT 4 et il a donné l'instruction à ChatGPT 4 d'en faire un site web et ça a fonctionné. Donc c'est quand même assez impressionnant. Il y a d'autres améliorations significatives au niveau du raisonnement. Aussi également, comme il y a plus de contexte, il est meilleur en résumé. Et bon, c'est une belle amélioration. Malheureusement, c'est payant. C'est accessible uniquement à ChatGPT+, ou si vous utilisez Bing, vous aurez ChatGPT 4. Enfin, GPT-4, excusez-moi. Bon, là, c'est la partie moins drôle. Vous êtes prêts? Alors, ceux qui sont moins techniques, bon. Je vais commencer à rentrer dans le fonctionnement de la recherche sémantique parce que c'est le cœur de... c'est la petite twist, c'est le petit plus par rapport à ChatGPT. Donc, on a dit qu'on allait adjoindre à ChatGPT, donc à GPT, une base de connaissances privées. À ma gauche, j'ai un fichier texte. Ce fichier texte-là, je vais le découper avec une librairie Python qui s'appelle LangChain en documents de 1000 tokens. La taille, c'est moi qui choisis, mais dans mon exemple, ce sera 1000 tokens. 1000 tokens, c'est pas tout à fait un mot, mais on va dire que c'est 1000 mots pour simplifier. À la troisième étape, je vais appeler une API, ça c'est pour les développeurs, désolé pour les autres, une API d'OpenAI. Une API, c'est comme l'interface pour les programmes, pour parler à un autre programme. Je ne sais pas comment le définir mieux. Donc on va appeler l'API d'OpenAI pour aller obtenir un embedding. Un embedding, c'est quoi? C'est un vecteur de nombre. Mais ce n'est pas n'importe quel vecteur de nombre. C'est un vecteur de nombre qui va porter une signification sémantique en rapport avec le document.
La troisième étape, c'est qu'on prend notre question. Là, j'ai mis qu'en est-il de la Covid, même si on en est sorti, bon, on ne sort pas. Et j'applique le même traitement. Je vais créer un embedding. Donc là, je me retrouve. Ma question qui est sous forme de vecteur de nombre, et puis mon document qui est occupé en vecteur de nombre aussi. Et là, je vais utiliser une propriété de C, ce n'est pas n'importe quel vecteur de nombre. Je vais utiliser une fonction mathématique, on parle de cosine similarity, des embeddings. C'est une propriété mathématique qui fait en sorte que mon vecteur, c'est un vecteur à n dimensions. Et si il y a un vecteur qui est proche sémantiquement, donc sémantiquement, c'est-à-dire que le sens est proche d'un autre vecteur, la distance entre les deux vecteurs va être faible. C'est comme ça que je vais être capable d'aller sortir les documents les plus pertinents. Donc là, vous vous rappelez, j'ai découpé mon document en plusieurs chunks. Ça, c'était... pourquoi on fait ça? Parce qu'on est limité quand on va poser une question à GPT par le contexte. Je ne sais pas si vous vous rappelez, on a dit qu'on avait une fenêtre de contexte maximum. Donc on fait ça et on trouve les deux documents qui sont le plus proches sémantiquement de notre question. Une fois qu'on est rendu là, on va bâtir un prompt. Un prompt, c'est une question qu'on va poser à GPT. Il y a 3 parties. La première partie, c'est les instructions. Dans les instructions, on va lui dire « Réponds en utilisant uniquement le contexte que je te fournis ». Ensuite de ça, on va y insérer les 2 documents qu'on aura trouvés, qui sont proches sémantiquement, les 2 morceaux de documents. Et enfin, on pose la question. Et on envoie ça à OpenAI. Et la réponse, par magie, va se trouver dans le contexte. En fait, la réponse est dans la question. Mais on utilise quand même le modèle. On verra qu'il ne recrache pas les mots tels que. On utilise quand même les capacités du modèle GPT pour répondre, mais on s'assure qu'il répond dans notre contexte. Ça va? Alors c'est le temps de la démo. Si vous voulez, je vous laisse 10 secondes. Vous pouvez scanner le code QR si vous êtes intéressé par refaire ça chez vous, le repository. Ok. Peut-être grossir ça. Je vais redémarrer le serveur et nettoyer un petit peu. Est-ce que ça c'est tout? Non, ça c'est bon. Ok. Je démarre mon serveur. Donc là, je me retrouve avec une interface grossière de mon chatbot. La première étape, ça va être de lui donner le fichier dont je vous ai parlé tantôt pour qu'il fasse ce que je vous ai expliqué tantôt, c'est-à-dire qu'il va le découper, il va l'embedder et il va créer ce qu'on appelle un vector store. Oui, c'est une bonne question ça. Alors, dans le fichier justement, donc c'est le discours... ouais, je suis désolé pour le micro. Le discours à la nation du président français, donc il raconte plein de choses, la France ça va aller bien, tout ça. Et moi j'ai rajouté une petite phrase à la fin. Le 29 mars 2023, Farid Belhamech va présenter au Duke de Montréal son chatbot sur une base de connaissances privées. C'est quelque chose que j'ai rajouté. C'est impossible que ChatGPT connaisse ça. Alors, je vais, pour la comparaison, je pose la question à ChatGPT. Là, je vais poser tantôt, je pourrais lui reposer live, mais des fois, il ne répond pas. Voilà, je vais copier la question. On va voir si ça fonctionne. Tu utilises lequel là? C'est le 3 ou 3,5 4? C'est le public, donc c'est le 3,5. Ah, ça y est, il répond bien. Alors il dit qu'il est désolé, voilà, il ne peut pas prédire l'avenir, tout ça, même si c'est aujourd'hui, hein, mais il n'a aucune idée parce qu'il est resté coincé au milieu de 2021, le pauvre. Et donc, si moi je lui pose la même question, et donc vous vous rappelez que dans le fichier, je peux vous le remontrer, j'ai rajouté ça. Hein. Hopefully, ça va fonctionner. L'effet démo, oui, ça fonctionne. Donc là, lui, il est capable de me répondre, bien sûr, que le 29 mars, Farid Belhamech va présenter au Duke de Montréal son chatbot avec une base de données de connaissances privées. Est-ce que c'est exactement les mêmes mots? Tiens, on pourrait les regarder vite fait, ça. Ouais, c'est exactement les mêmes mots, cette fois-ci. Mais ce n'est pas toujours le cas. Et je pourrais aussi lui poser une autre question.
qui n'apparaît pas dans le discours que j'ai scanné, que j'ai téléchargé et que j'ai embedé. Je ne sais pas, moi, quel temps fait-il? Bon, c'est sûr qu'il ne sera pas à me répondre, même ChatGPT, je pense qu'il ne serait pas à me répondre, mais juste pour vous montrer, je l'ai programmé, et on va le voir dans le code tantôt, pour qu'il me dise, quand il ne sait pas, il me dit « je ne sais pas ». Normalement, il va dire ça. On va voir. Alors, toujours en vie. Alors ça. On va se remettre pour voir. Voilà. Il dit je ne suis pas sûr, je ne peux répondre qu'aux questions sur les vœux présidentiels les plus récents. Je l'ai programmé pour ça. Donc, un des avantages de ça, c'est ça marche pas toujours. Par contre, il faut faire attention. Ces modèles sont prompts à ce qu'on appelle l'hallucination, c'est-à-dire qu'ils sont capables de nous raconter quelque chose avec une grande certitude, alors que c'est complètement faux. Et si on regarde dans un milieu professionnel, mettons qu'on fait un chatbot pour répondre aux questions sur notre produit, on ne veut surtout pas que le modèle hallucine, parce que là, ça va mal se passer pour notre clientèle. C'est un des moyens aussi de réduire l'hallucination du modèle. C'est qu'on l'encadre encore plus. Alors, pour ceux qui ne codent pas, fermez les yeux, regardez votre téléphone, je ne sais pas. Ça ne sera pas long, je vais passer rapidement, mais c'est juste pour ceux qui codent, peut-être sont intéressés à voir comment on fait ça. Donc ça, c'est la partie qui va créer le fameux vector store, donc mes embeddings de mon document en entrée. Donc en gros, je scanne un répertoire d'upload, je charge le document, je le chunk, je le split, je le découpe en documents de 1000, voilà. Et puis après ça, je crée mon vector store. Ici, c'est la partie un peu plus intéressante. C'est ce que je vous expliquais tantôt. C'est le template. Le template, c'est la partie qui va me permettre de générer mon prompt. Le prompt, c'est quoi? C'est la question que je vais poser au modèle GPT. Et on voit que la première partie, c'est des instructions. Je lui dis comment il doit se comporter. Donc, je lui dis, vous êtes un assistant IA pour répondre aux questions, blablabla, des vœux présidentiels. Et je lui dis, je te fournis à la suite de ça le contexte et la question. Et si tu ne sais pas, c'est sûr que je veux éclater, tu dis ça. Et on l'a vu tantôt, c'est ce qu'il a répondu quand il ne savait pas. Juste pour vous montrer ici, donc ici mon fameux vector store, je recherche les documents qui sont le plus proches de la question. Ici, user input, là c'est le texte que j'obtiens de l'interface. Et ici, c'est l'appel au modèle. Voilà. Mais ça, c'est en local, Vector Store Similarity, ça c'est un... C'est une bonne question. Alors, oui, il est en local. Il est en local, le Vector Store. Par contre, pour le générer, je fais des appels à OpenAI pour générer les embeddings. Et ça veut dire que si tu ne changes pas ton Vector Store, plus d'appels à l'extérieur. Donc, au final, ta question que tu as posée, tu as fait combien d'appels d'API? Alors, mettons que j'ai un document initial qui fait 10 000 tokens. Comme je chunk par 1000, j'ai fait 10 appels pour les embeddings du document. Ensuite, j'ai fait un appel pour la question d'embedding. Donc, j'ai 11 appels d'embedding. Les embeddings ne sont pas chers comparativement Et j'ai fait un appel au modèle GPT. Donc, 11 appels d'embedding et un appel dans le modèle GPT. Par contre, mon vector store, quand il ne change pas, je ne fais plus d'appel après. Je vais faire juste un appel à ma nouvelle question d'embedding. Tu me suis? Et un appel au modèle GPT, à la deuxième question. Okay. Et toi, tu dis qu'il ne facture pas pareil, embedding et questions? C'est beaucoup moins cher, oui. Parce que la vectorisation, la tokenisation, c'est beaucoup moins cher. C'est un processus qui prend beaucoup moins de CPU, GPU. Alors, bon, tu m'as devancé. Hein. C'est la période des questions. Vous pouvez scanner aussi les autres codes QR pour me suivre sur les autres médias sociaux. Puis, ah, là-bas.
obligé d'envoyer l'ensemble des documents sur un serveur externe? C'est une excellente question. Alors, dans ma prochaine présentation, c'est pas tout de suite, il commence à y avoir des modèles optimisés, de taille plus réduite, qu'on peut faire rouler sur son laptop. Ça, c'est le next step. Donc, le next step, c'est vraiment d'être capable de ne plus dépendre d'OpenAI. Il y a des modèles comme Llama, Alpaca, je ne sais pas si tu as entendu parler. Alors, par exemple, Alpaca, lui, il a été fine-tune en anglais, mais il y a des méthodes assez simples pour le fine-tune en français, par exemple. C'est pas très compliqué, et c'est pas très cher, en fait. Ça, c'est mon prochain projet. Oui. Au début, tu as montré que tu avais des endings pour plein de documents, donc tu as montré jusqu'à N, et tu as montré dans la question incomplète que tu préparais en fait le modèle avec n'utilise que ces documents. Mais comme tu as dit, tu es limité par le token, comment tu fais si ta base documentaire est très grande? C'est une bonne question. Tu es limité par ça en fait, non? Non, je ne suis pas limité, justement. Parce que si on revient à la... Voilà, c'est là. À la première étape, je découpe le document. Donc, et je choisis, quand je pose ma question, les 2 documents, j'aurais pu en prendre plus, mais je choisis les documents les plus pertinents. Ça veut dire que la taille de mon prompt ici, là, qui correspond à mon contexte, c'est 2000 tokens pour les 2 documents, plus ma question, plus les instructions. Mettons que c'est 2500 tokens, ça rentre. Même si mon document initial fait 10 gigas. Parce que, et c'est ça la force de cette approche. Je sens que tu es impatient. C'est ça la force de cette approche, c'est que tu peux découper ton document et ne prendre que le contexte pertinent avant de poser ta question au modèle GPT. Ce que je veux dire, c'est que même si mon document parle de plusieurs thématiques, tant que je le cible avec le bon summary de mon document, il ne va pas se tromper, il va utiliser que cette ending. En fait, j'utilise les embeddings et la propriété mathématique des embeddings pour retrouver les morceaux de documents qui sont le plus pertinents par rapport à ma question avant de poser la question à GPT. C'est un embedding qu'on voit avec plusieurs pour ta question. Pardon ? Il y en a plusieurs qui sont des bons packs. Oui, c'est ça. Ben, ça, c'est un des problèmes. C'est de donner la bonne taille de documents pertinents. c'est... Ça peut être intéressant au début, à la fin du document. Ah non, non, non. Il va me trouver les morceaux les plus pertinents. Mais s'il y a 5 morceaux qui sont pertinents et que je m'arrête à 2, peut-être je vais passer à côté d'informations importantes. Oui? Oh, it's in English, it's okay. Also, apologies if you already covered this in the presentation and I didn't understand it. What is the difference between what you're doing here and the response you get if you just copy and paste the document into ChatGPT and then asked it that question? Yeah, the main difference is with this approach, you can have a really big document. Because if you just copy and paste your document in the prompt, there is a limit. Yes, exactly. This is to overcome this limit. And also, yes, mainly it's to overcome this limit. Comment tu gères la confidentialité des données? Voilà, ça revient à la même question qui a été posée tantôt. C'est que, effectivement, tant qu'on n'est pas en mesure de maîtriser le matériel sur lequel on fait rouler le modèle, ben, il y a ce risque. Ouais. L'API que vous utilisez, une API payante, je l'avais Oui. utilisée pour une démo. Faites très attention pour les users. Pour 100 users, c'est monté à rapidement $1000 une journée. Donc c'est un avertissement. Ah, tu l'as expérimenté? Sur un use case pour les imports-exports d'un port pour quelqu'un qui gère le port. Et vous pouvez répondre à toutes les questions, mais rien que l'embedding coûte 300. Et après, les commis des différents utilisateurs fait que ça monte très vite, c'est 700. Quel modèle utilisais-tu? À l'époque, c'était DaVinci. Ouais, parce que le Turbo 3.5 est 10 fois moins cher. Mais ça reste cher quand même.
Ouais, c'est un document en texte, mais si tu pluguais sur une télé, comment tu découperais Ouais. Ben, en fait, c'est simple, hein, que ce soit du texte, du PDF, que ce soit sur le web, c'est ta méthode de scrapping ou d'ingestion de données qui va changer. Mais c'est le même principe. Hein. Oui. Aujourd'hui, toutes ces technologies elles consomment beaucoup en termes d'énergie et ça a un impact aussi au niveau de nos climat. Est-ce qu'on est sur une technologie un petit peu comme la blockchain au début où c'était très consommateur et puis en avançant en termes de technologie, on va réussir à passer beaucoup énergétique? Est-ce que c'est quelque chose qui est censé t'amener à grossir sans aucune limite de croissance? Est-ce qu'on aura des modèles, est-ce que les modèles sont toujours plus efficaces ou ça va aller dans une complexité et un coût énergétique de plus en plus? C'est aussi une bonne question. Ben, ça rejoint le test que je veux faire. GPT 3.5, c'est 175 milliards de paramètres. Donc, quand on l'entraîne avec des milliards de tokens et des trilliards même, c'est sûr que ça consomme. Et ces GPU consomment vraiment beaucoup. Le modèle de Llama, il fait 7 milliards de paramètres. Donc, il est 25 fois plus petit. Donc déjà, en partant d'un point de vue écologique, si je suis capable de faire fonctionner ce modèle en local, là c'est la démonstration, je n'ai pas 50 serveurs pour faire rouler le modèle, c'est que d'un point de vue écologique, c'est déjà une amélioration. Donc c'est un intérêt économique aussi, ça coûte moins cher. Donc pour une fois, l'économie rejoint l'écologie. Bon, je ne vais pas dire que c'est écologique non plus. Mais, on va pouvoir essayer nos machines de Bitcoin. Oui. Oui. Ben, en fait, dans la plupart des entreprises, c'est bloqué. Par exemple, là, je travaille chez Desjardins, ils ont bloqué parce que justement à cause de la fuite de données potentielle. Non, si vu que c'est du open source, la licence t'oblige à publier. Ouais. En fait, le modèle local, là, on n'est pas sorti parce que c'est Facebook qui a sorti Llama, le code source en open source. Mais ils n'ont pas mis les poids, c'est la partie d'entraînement. Et il y a un gars qui a leaké les poids sur 4chan. Donc, et il y a quelqu'un de Stanford qui a fine-tune Llama, en utilisant d'ailleurs GPT d'OpenAI. Il a utilisé GPT pour générer des questions pour que l'autre modèle soit aussi intelligent que le modèle, que le petit modèle soit aussi intelligent que le grand. Donc, je vais pouvoir l'utiliser pour des démos, mais si jamais je veux démarrer une start-up là-dessus, je vais avoir des problèmes de licence parce que malheureusement. Mais moi, je pense que ça va sortir dans la nature, ça. Oui. Si vous utilisez dans les trois gros clouds maintenant, il y a leur modèle, on peut gérer et utiliser des modèles cloud pour lesquels vous allez posséder le modèle, contrairement à OpenAI. Et le plus avancé pour ça, c'est Google, qui vient de mettre Paul aussi. Et donc, vous pouvez complètement faire votre modèle et le gérer et le traîner pas sur des GPU, mais des TPU, qui sont encore plus efficaces. Oui. Donc, oui. De toute façon, c'est la course maintenant. Tout le monde va se faire des large models. Voilà. Je ne sais pas si on arrête là. Hein. Ouais. En tout cas, merci beaucoup d'avoir accueilli.